Merci, Monsieur le Doyen. J'aimerais, à l'entame de mon propos, féliciter la chancelière pour sa présentation. Je voudrais également dire bonjour à toute l'assistance et exprimer également mes remerciements auxquels j'associe ceux du secrétariat du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique pour l'invitation qui nous a été adressée à participer à ces travaux. Ma communication sur le thème de la coopération ACP-UE et la santé publique, un partenariat pour le développement humain, se propose ce matin de lever un coin de voile sur les processus à l'œuvre dans cette coopération qui, selon la géographie de l'aide, met en relation le premier groupe de donateurs de l'aide au développement, l'Union européenne, et le premier groupe de récipiendaires de cette aide, les pays ACP. Comment donc ajuster les paramètres de ce partenariat pour jeter les bases d'une mondialisation tournée vers le développement du capital humain qui serve à la réduction de l'insécurité humaine qui est prévalente dans ces pays et qui, quelque part, résulte également de la précarité en matière de couverture sanitaire. D'abord, faisons connaissance avec les acteurs en présence. Qu'est-ce que vit ce partenariat? La coopération ACP-UE, c'est 5 décennies de relations suivies entre précisément les anciennes métropoles et leurs colonies dispersées sur les 3 ensembles, Afrique, Caraïbes et Pacifique. Initié en 1963 par les accords de Yaoundé, cette coopération, à la confluence précisément au tournant des années, de la fin des années 90, eh bien, décide, à la lumière justement des évolutions qu'on enregistre dans le cadre du cycle des conférences onusiennes qui avait été initié pour déboucher précisément sur les objectifs du millénaire pour le développement, décide effectivement, les acteurs de ce partenariat décident, à la lumière des transformations donc, que connaît l'arène internationale, d'ajuster les instruments de cette coopération qui jusque-là portaient précisément sur le commerce, le développement infrastructurel, pour mieux empoigner les problématiques de la réduction de la pauvreté, du développement durable et de l'intégration progressive des pays ACP dans le commerce international. Voilà les 3 objectifs clés donc qu'il s'assigne lorsqu'il porte justement l'accord de partenariat de Cotonou qui donc est signé en juin 2000. Qu'est-ce que c'est que le groupe ACP? Pour ceux qui n'en savent certainement pas grand-chose, c'est 80 États membres du Sud. C'est la plus grande organisation trans et régionale, comme je l'ai dit, dispersée sur les 3 continents. C'est la concentration la plus dense de pays les moins avancés. Nous en avons ici en fait 41 sur 50, de petits États insulaires en développement, 28 sur 29, et aussi finalement de pays enclavés, 16 sur 31. C'est une organisation dont les 3 quarts des membres se retrouvent classés dans le dernier tiers de l'échelle du développement humain et qui, donc, de ce point de vue, font face à un certain nombre de réalités. Ici, c'est l'insuffisance précisément de l'accès à la santé, l'éducation, l'eau et l'énergie. Et surtout, il y a une faiblesse récurrente des revenus de ces populations. S'il existe donc un dénominateur commun aux pays ACP, c'est celui donc de l'insécurité humaine, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, et qui découle donc de leur vulnérabilité intrinsèque, et notamment ici, on pense à la performance relative de l'État en matière de garantie de la sécurité des citoyens, de la jouissance des droits humains. On pense à une vulnérabilité économique liée à la faiblesse structurelle des économies et à un niveau très insuffisant de création des emplois.
Ça renvoie à une insécurité alimentaire avec pour corollaire la faim et la malnutrition. Il y a une forte pression qui est exercée dans ces pays sur les ressources environnementales, renforcée justement par les conséquences du changement climatique et une certaine forme de vitalité démographique. On pense enfin à l'insécurité sanitaire qui découle de l'inadéquation des systèmes de santé avec justement l'étendue des besoins des populations. Donc, si la coopération en matière de santé constitue donc l'un des leviers de cette ambition de la concrétisation du développement humain, quels sont les éléments structurants, quels sont les mécanismes de financement et les processus à l'œuvre dans ce partenariat. L'article 25 de la Convention de Cotonou représente la clé de voûte de cette coopération ACP-UE en matière de santé. Cette coopération vise à améliorer les systèmes de santé, en particulier l'accès équitable à des services de soins complets, promouvoir la lutte contre le VIH-Sida et les autres maladies liées à la pauvreté, notamment la malaria et la tuberculose, améliorer la santé générique, les soins de santé primaires, la planification familiale, la prévention contre les mutilations génitales des femmes, garantir la protection de la santé sexuelle et reproductive, garantir l'accès à l'eau potable et à une hygiène suffisante, et enfin l'accès aux médicaments. Afin donc de donner effet à ces objectifs, ainsi consignés dans l'article 25 de la Convention de Cotonou, les ministres ACP de la Santé se sont retrouvés à Bruxelles du 25 au 26 octobre 2007. Et quand on pense à l'année 2007, nous sommes rendus à mi-parcours, justement, de l'échéance de la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. Donc, se retrouvant en 2007, ils font d'abord un diagnostic clair de la situation sanitaire qui prévaut dans les pays ACP. Et ici, qu'est-ce qu'ils constatent? Ils constatent que leurs systèmes de santé font face justement à une insuffisance en matière de ressources humaines, il y a une faiblesse des mécanismes d'alerte et de surveillance des maladies, il y a une insuffisance des systèmes de gestion de l'information en matière de santé, une mauvaise qualité des soins et un manque de précaution lors de leur administration, une insuffisance des laboratoires ou un sous-équipement de ceux existants, une recherche embryonnaire pour faire face aux endémies, une persistance des maladies transmissibles telles le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme, ainsi que des maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension et l'asthme, des capacités de réaction très limitées face aux endémies cycliques telles l'Ebola, le coût exorbitant des médicaments et des produits pharmaceutiques, et une insuffisance finalement des ressources consacrées à la santé. Donc, face à ce panorama, ils décident de se doter d'un cadre d'action commun en matière de santé par l'adoption de 2 documents cadres, la déclaration de Bruxelles et le plan d'action sur la santé pour le développement durable. Pour les ministres ACP de la Santé, leur action commune doit porter prioritairement sur l'incorporation dans les plans nationaux de développement des politiques et programmes de santé pour réaliser le développement durable. Leur action doit porter sur la mobilisation accrue des ressources destinées à la santé publique afin d'atteindre l'objectif d'Abuja, qui est celui de consacrer 15% de leur budget à la santé. Ils décident de recourir parallèlement à des sources complémentaires de financement lorsque celles-ci, justement, ne sont pas disponibles par les créneaux classiques, et de mobiliser toute expertise disponible qui leur permettrait d'utiliser les flexibilités contenues justement dans l'accord ADPIC, des accords de droit relatifs à la propriété intellectuelle, justement pour faciliter l'accès aux médicaments de leur population. S'agissant des flux financiers de cette coopération, l'instrument d'aide accessible à tous les pays ACP est le Fonds européen de développement, le FED, à l'exception justement de l'Afrique du Sud, qui dispose de son guichet, qui est ici l'instrument de coopération au développement.
Le FED dont il est question, c'est 21 milliards, près de 900 millions sur la période 2008-2013, consacrée justement à l'aide au développement des pays ACP. Pour les opérations en cours jusqu'au 31 décembre 2013, quand seront justement bouclés les engagements au titre du 10e FED, la santé, dans le cadre justement des enveloppes thématiques, ici les enveloppes thématiques sont celles qui sont justement consacrées à la lutte ou alors à la capacité pour les pays ACP de faire face aux questions globales. Ici, ça renvoie au changement climatique, ça renvoie à la thématique des migrations, ça renvoie à la santé. Eh bien, s'agissant de la santé, il s'agit de 540 millions d'euros qui auront ainsi été mobilisés ou alors affectés à la santé. Faisant donc fond du plan d'action et des recommandations adoptées le 26 octobre 2007, les ministres ACP décident, justement au titre du 10e FED, de concentrer ces financements dans deux directions. La première direction, c'est justement celle de soutenir et de renforcer les systèmes de santé dans les régions États ACP. Et le deuxième axe d'intervention prioritaire, c'est celui de soutenir justement l'accès de ces populations aux vaccins, aux médicaments et ainsi qu'aux nouveaux produits médicaux. Côté européen, ces ressources doivent être affectées précisément à la lutte contre le VIH-Sida et à l'accès aux médicaments justement au Sida, à la lutte contre le paludisme et la tuberculose, à l'éradication de la poliomyélite, au développement des capacités pharmaceutiques, à la réalisation des OMD en matière de santé, les OMD 4, la réduction de la mortalité infantile, l'OMD 5, l'amélioration de la santé maternelle, et l'OMD 6, qui est de combattre en fait le VIH. On pense également qu'il est nécessaire de consacrer ces ressources à la santé sexuelle et reproductive, ainsi qu'à l'élimination des mutilations génitales, au renforcement des systèmes de santé et à la prévention ou au contrôle d'un certain nombre de maladies transmissibles. Comment jeter donc les bases dans la coopération ACP-UE d'une meilleure contribution de cet instrument à la réalisation des objectifs de santé des pays bénéficiaires? Ceci, justement, s'impose à la lumière d'un certain nombre d'insuffisances qu'on a décelées dans le déploiement de cette coopération. Et je pense fondamentalement ici qu'il est question de corriger la première anomalie flagrante qui accompagne justement l'octroi de cette aide, qui est l'absence de critères d'évaluation. Un rapport d'évaluation de l'état de mise en œuvre des résultats de la première réunion des ministres ACP de la santé, qui a été rendu public en 2011, révèle une absence d'indicateurs. Et en l'absence d'indicateurs, il est justement difficile d'évaluer ou alors de réaliser en fait l'état de mise en œuvre des mesures préconisées par ces cadres d'action. À cela, il faut rajouter le manque de statistiques fiables dans la majorité justement de ces pays, ce qui rend finalement difficile, complexe le processus d'évaluation de la réalisation de ces objectifs. Et cette réalité, une fois de plus, avait également été débusquée sur le plan international par le panel d'experts de la Commission économique des Nations Unies, justement, qui s'est penché depuis 2008 sur les partenariats dans le cadre justement de l'examen de la mise en œuvre des partenariats sur le plan global tel que prescrit par l'OMD 8, qui consiste justement à évaluer les différents partenariats à l'œuvre dans la concrétisation des objectifs du millénaire pour le développement. Et donc, en l'absence justement de critères d'évaluation, il est difficile de réaliser, comme je l'ai dit, le chemin parcouru. Et en l'occurrence, l'impact donc du fait à la contribution des objectifs de santé est difficilement perceptible. Le deuxième paramètre, il me semble,
sur lequel il est absolument nécessaire d'apporter quelques éléments de correction, c'est le fait que l'essentiel, justement, de cette aide a été capté par des initiatives mondiales. Ici, le Fonds Gavi, le Fonds mondial, des agences onusiennes, le FNUAP, l'UNICEF, l'OMS et autres, certaines ONG, ont été les principaux vecteurs, en fait, de la réalisation, justement, des objectifs, ou alors les principaux vecteurs, en fait, de la canalisation de cette aide. Mais en l'occurrence ici, pour ne parler que de deux initiatives mondiales, l'Alliance Gavi pour les vaccins, le Fonds mondial, à elles seules ont capturé pratiquement 90% de ces ressources. Et il en a, à la suite donc de ce processus de transfert de ressources vers ces initiatives mondiales, il faut dire que cela n'est que normal parce que, quelque part, certaines de ces initiatives ont développé de véritables capacités agressives en matière de captation de l'aide, mais surtout, la principale conséquence qui découle de cette réalité, c'est justement une faible contribution à la construction des capacités institutionnelles dans les pays bénéficiaires. Pourquoi? Parce que finalement, ces agences ont progressivement pris place dans l'architecture internationale et le dispositif domestique de réponse en fait, des pays ACP face à certaines endémies. Mais de manière évidente, dans certains cas, on a assisté à un affaiblissement des capacités domestiques de coordination et de gestion face aux maladies. Et ici, cela pose un problème. Pourquoi? Parce que cela altère les principes de la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide, dont précisément un certain nombre d'éléments cardinaux au cœur de cette déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide sont l'appropriation et surtout l'harmonisation et la responsabilité mutuelle. Une aide de l'UE censée pourtant être structurée autour de l'efficacité de l'aide ou alors de la mise en œuvre de la déclaration de Paris, justement, cela pose un problème parce que, quelque part, les pays ACP, en termes de responsabilité mutuelle, finalement, n'y comptent pas pour beaucoup. On relève également une amélioration de la concentration des ressources de l'UE autour d'un certain nombre d'autres secteurs périphériques. Ici, j'ai parlé de 540 millions sur pratiquement 2 milliards 700 millions consacrés aux enveloppes thématiques. Parallèlement, les délégations de l'UE sur le terrain, quelque part, ne poussent pas nécessairement les pays récipiendaires dans les capitales à recourir à des ressources en matière de santé. Pourtant, c'est un paramètre qui nous semble absolument nécessaire pour renforcer justement l'impact en matière de santé. Mais seulement, en termes de concentration des ressources, lors de la revue en 2010 de l'état d'avancement de la réalisation des OMD, une nouvelle initiative a été lancée par le commissaire au développement, le commissaire André Piebalgs à New York, de consacrer 1 milliard d'euros supplémentaires à la réalisation des objectifs de santé des pays ACP. Donc, quelque part, il y a eu un écho favorable du côté européen par rapport justement aux besoins en matière de santé ainsi relevés par les pays ACP. Quid de la problématique de la migration des personnels de santé des pays ACP vers l'UE? Cette question critique de par ses implications en termes d'affaiblissement du capital humain dans les pays ACP pour faire face aux défis en matière de santé n'est pas encore traitée de manière systémique dans le dialogue ACP-UE sur la migration.
Et d'ailleurs, lorsque on écoute les statistiques qui ont été présentées par le ministre d'État Fabius ce matin, dans certains pays, plus de 50% justement des ressources humaines sont exposées justement à cette dynamique de migration. Il est absolument nécessaire que l'Union européenne, qui a adopté justement une plateforme d'action permettant justement aux délégations, aux États membres, d'articuler ensemble une stratégie de réponse pour justement freiner cette dynamique d'émigration des personnels de santé, et bien que cela se traduise en fait sur le terrain. Mais aujourd'hui, force est de constater que la thématique de la migration des personnels de santé reste absente du dialogue ACP-UE sur la migration. Et c'est une anomalie qui, de notre point de vue, devrait impérativement être corrigée. Cet engagement de l'UE pour justement mettre cette thématique de la migration a été une fois de plus confirmé par une communication du commissaire au développement en 2010. Le titre de cette communication, fort opportunément, c'était le rôle de l'UE dans la santé mondiale et rappelait la nécessité pour les États membres de l'UE de veiller à ce que leur politique migratoire ne mette pas en péril la disponibilité des professionnels de la santé dans les pays tiers, tout en respectant la liberté de circulation et les aspirations personnelles et professionnelles. L'UE doit donc s'engager à mettre en œuvre, comme le rappelle la communication, sa stratégie concernant la pénurie de ressources humaines dans le secteur de la santé dans les pays en développement et contribuer ainsi à la mise en œuvre du Code de bonne conduite de l'Assemblée mondiale de la santé sur le recrutement international du personnel de santé. La coopération pour l'accès aux médicaments. Va-t-on vers un alignement sur des principes universels? L'accès aux médicaments des populations démunies ACP constitue un segment, de notre point de vue, privilégié d'observation de la coopération ACP-UE en matière de santé, tant elle juxtapose ici les problématiques liées au développement, à l'innovation, la propriété intellectuelle et le commerce, qui peuvent être difficilement réconciliables en l'absence de volontarisme politique. Les pays ACP, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, concentrent le segment des populations les plus vulnérables et aux avant-postes des pandémies. Mais les pays ACP, de concert avec l'Union européenne, ont participé de manière active à la cristallisation de normatives et d'initiatives dans les enceintes internationales, aussi bien à l'ONU, à l'OMS, à l'OMC, pour justement organiser la capacité des pays faibles et vulnérables à accéder aux médicaments et répondre ainsi aux urgences sanitaires. Suite à l'adoption donc en décembre 2005 par l'OMC de l'amendement à l'article 31 de l'accord sur les aspects de droit relatifs à la propriété intellectuelle, qui était une réponse aux urgences sanitaires que rencontraient justement ces pays ACP et l'ensemble des pays en développement de manière générale, eh bien, le Parlement européen, en sa session du 12 juillet 2007, a adopté une résolution sur l'accord ADPIC et l'accès aux médicaments, qui demandait explicitement au Conseil de soutenir les pays qui souhaitent utiliser les flexibilités de l'accord ADPIC afin de fournir des médicaments à bas prix à leur population dans le cadre des programmes nationaux de santé publique, à la Commission et au Conseil à renforcer les capacités des pays en développement à développer leur industrie pharmaceutique pour produire des médicaments, financer la recherche sur les maladies infectieuses et les maladies négligées, et au Conseil, et c'est en cela précisément que les développements que je vais faire dans les prochaines minutes sont importants, au Conseil d'empêcher la Commission d'interférer auprès des pays de l'Union européenne qui souhaiteraient autoriser la production et l'exportation de médicaments en faveur des pays qui le demandent.
Au-delà donc de ce volontarisme politique qui existe, une certaine exigence de cohérence est impérative. Car à présent, on constate un grand écart à la Commission entre les exigences de mise en œuvre de la stratégie d'aide au développement, chère donc au commissaire au développement, et la promotion des intérêts commerciaux de l'Union européenne, chère au commissaire au commerce. L'industrie pharmaceutique, comme vous le savez bien, c'est 23% de médicaments innovants déversés chaque année sur le marché. C'est 27 milliards d'euros d'investissement consacrés à ce jour justement à l'innovation. Mais c'est aussi, pour la seule année 2011, 51 milliards de bénéfices. La communication du commissaire au développement appelait donc à garantir une utilisation plus efficace des dispositions relatives aux ADPIC afin d'accroître l'accessibilité économique et l'accès aux médicaments essentiels. Veiller à ce que les accords commerciaux bilatéraux ne comportent pas de clauses qui pourraient entraver l'accès aux médicaments des populations dans le besoin. S'employer à éliminer le commerce de la contrefaçon des médicaments, poursuivre la lutte contre les drogues illicites et continuer à plaider en faveur d'une meilleure gouvernance mondiale en matière des accords multilatéraux environnementaux relatifs à la santé. Comment ces principes sont-ils donc repris dans le cadre de la coopération ACP-UE? En mars 2004, le partenariat UE-ACP-OMS pour la politique pharmaceutique a été lancé. Il est doté de 25 millions d'euros pour soutenir l'action de l'OMS pour l'accès des populations démunies ACP aux médicaments. En synergie donc avec l'Organisation mondiale de la santé, l'Union européenne aide à l'élaboration, la supervision et l'évaluation des politiques pharmaceutiques nationales des pays ACP, depuis l'amélioration de la réglementation à l'acquisition des produits pharmaceutiques en passant justement par le renforcement des ressources humaines. À ce jour, 14 pays ACP ont actualisé leur politique pharmaceutique nationale, 15 en ont créé une nouvelle, 22 pays ACP ont mis à jour leur plan d'application de la politique pharmaceutique nationale, 25 ont été soutenus pour surveiller le prix de leurs médicaments et 40 ont bénéficié d'une assistance pour améliorer leur système d'approvisionnement en médicaments, tout en rationalisant leur lutte contre les médicaments contrefaits. Plusieurs ateliers et stages ont été organisés par l'OMS à l'intention justement des responsables de la politique pharmaceutique dans certains de ces pays. Et des institutions régionales comme l'UEMOA en Afrique de l'Ouest en ont profité justement pour jeter les bases d'une mutualisation des politiques nationales en matière d'accès aux médicaments et surtout de l'homologation des médicaments. Cependant, ce partenariat, il faut le dire, reste en deçà des attentes et des besoins des pays ACP. Pourquoi? Parce que se pose le problème du développement des capacités technologiques, tel que précisément rappelé par le commissaire dans sa communication, le commissaire au développement, mais qui malheureusement n'est pas mise en œuvre par le commissaire en fait en charge du développement. Ici, on pense à l'amendement de l'accord ADPIC qui a réglé le problème de l'importation et de l'exportation des produits pharmaceutiques sous licence obligatoire. Et ici, quand on pense qu'un pays comme le Rwanda et des pays comme le Rwanda et le Canada ont réglé le problème de l'accès aux médicaments par justement le système des licences, eh bien, le problème ne se pose plus justement de ce côté. Mais le problème de fond qui nous semble ici à mettre en évidence, c'est celui, comme je l'ai indiqué, de l'accès aux capacités, du renforcement des capacités pharmaceutiques. L'article 66, alinéa 2 de l'accord ADPIC, précise justement que les pays développés
doivent accompagner la capacité des pays en développement à renforcer leur capacité de production de médicaments. Mais seulement l'article 66 alinéa 2 reste ignoré et cela pose un problème, d'autant plus que dans le cadre des accords de partenariat économique qui sont signés et pour lequel, si nous prenons le cas de l'accord qui lie l'Union européenne aux pays de la Caraïbe, le fameux accord UE-CARIFORUM, nulle part il n'est fait mention justement de cet accompagnement à la recherche, à la production, dans le cadre justement de la politique pharmaceutique. Pourtant, il nous semble que si effectivement il y a une volonté de concrétisation de ces objectifs, au moins dans le cadre de ces accords spécifiques qui lient l'Union européenne aux pays ACP, justement sur le plan commercial, de telles opportunités devraient pouvoir être concrétisées. La coopération pour l'innovation qui stimule les capacités de recherche est absolument nécessaire également. Pourquoi? Parce que il y a un certain nombre de maladies dites négligées aujourd'hui qui en fait font l'objet d'à peine 1% des brevets déposés par l'industrie pharmaceutique européenne et qui touchent spécifiquement les populations ACP. Quid justement de la capacité des pays ACP à faire face à ces maladies en l'absence d'une existence de coopération dans ce secteur? J'aimerais également constater que les intérêts commerciaux priment très souvent sur les considérations humanitaristes qui sont énoncées dans le volontarisme du Parlement européen et souvent du Conseil. La mission du commissaire au commerce est d'optimiser la compétitivité des multinationales européennes, y compris pharmaceutiques à l'étranger. Les recettes, justement, de cette optimisation des bénéfices, en fait, des industries européennes se trouvent consignées dans une autre communication fort édifiante, dont le titre est à propos « Une Europe compétitive dans une économie mondialisée ». Et dans ce contexte-là, justement, les négociateurs européens, dans le cadre des différents instruments à disposition, concentrent leurs efforts sur la protection des monopoles pour les médicaments brevetés dans les pays en développement, limitent la capacité des pays en développement à faire valoir les dispositions ADPIC en faveur de la santé publique. Et dans ce contexte, les différents éléments utilisés par les négociateurs au commerce ici sont les accords de libre-échange, les pressions bilatérales ou tout simplement l'extension des périodes de mise en œuvre. Dans le cas des négociations des multiples accords de libre-échange dans lesquels se trouve actuellement engagée la Commission, donc très peu d'intérêt est porté à la recherche de la cohérence entre le commerce, la protection des droits de propriété intellectuelle et les besoins des médicaments des partenaires en développement. Comme je l'ai indiqué, le commissaire au commerce a pour mission justement d'ouvrir de nouveaux débouchés. Lors d'une audition devant la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale française ici en janvier dernier, il a indiqué clairement que 90% de la croissance mondiale se déroulait en dehors des frontières communautaires et qu'il était donc absolument nécessaire que l'Europe puisse aller trouver la croissance là où précisément elle se déroule. Donc dans ce contexte, toutes les stratégies qui permettent d'optimiser justement les bénéfices, les opportunités d'accès au marché des industries européennes sont effectivement reprises. Et dans ce contexte, j'aimerais dire qu'il y a une inquiétude qui grandit depuis bientôt quelques mois au sujet de la signature imminente d'un accord, de cet accord mis en chantier depuis précisément 2007 entre l'Union européenne et l'Inde. Pourquoi? Parce que, et cela va être abondamment développé cet après-midi, l'Inde, c'est la pharmacie du monde en développement.
L'Inde, c'est 70% précisément des exportations de médicaments génériques en direction des pays en développement. Et selon précisément ce nombre de fuites dont on dispose aujourd'hui, des dispositions justement fort conservatrices ont été intégrées dans le dispositif de cet accord de libre-échange permettant justement à l'Union européenne ou alors aux industries pharmaceutiques européennes de mieux conserver justement un certain nombre d'opportunités que leur octroient justement les dispositions de l'OMC. Donc, si de telles évolutions étaient confirmées, il est tout à redouter que cela pourrait porter un coup fatal justement à l'accès aux médicaments des populations faibles et vulnérables, mais surtout qu'un certain nombre d'ONG, tels que Médecins sans frontières, qui recourent justement à des médicaments génériques, ne pourraient plus ou alors se verraient tout simplement exposés à ce nombre de poursuites dans ce contexte-là. De notre point de vue, l'urgence est donc à la rupture avec le symbolisme. Car si nous comparons 25 millions d'euros qui sont consacrés justement à la politique pharmaceutique par l'Union européenne dans les pays ACP et les 51 milliards d'euros de bénéfices réalisés pour la seule année 2011 par les industries pharmaceutiques européennes, il est tout à fait évident qu'un surcroît de bonne volonté pourrait justement permettre de mieux renforcer des capacités justement d'accès des populations ACP aux médicaments. L'autre aspect qui me semble nécessaire de relever dans ce contexte est celui justement de l'insuffisante implication de la société civile ACP dans la concrétisation des objectifs de ce partenariat. Car si une place accrue a été faite à la société civile dans l'accord de Cotonou en 2000, on constate tout simplement que justement, le rôle dévolu aux acteurs de la société civile ACP dans ce partenariat reste étroit. Et les ONG, pour la plupart, sont impliquées dans les processus de programmation de cette aide, mais lorsqu'il s'agit précisément d'accéder, de formuler en fait des demandes pour ce qui est des ONG ACP dans les délégations de l'Union européenne, soit elles doivent faire face à un certain nombre de mesures très complexes, justement, de règles de procédure du FED qui, justement, rendent ou alors créent l'incertitude par rapport au résultat final. Mais surtout, le problème de fond, il me semble, c'est qu'en réalité, la plupart de ces ONG n'ont pas un cadre rationnel d'intervention parce que les directives en la matière de l'Union européenne restent assez souvent floues et ne sont pas encadrées de manière tout à fait efficace par les responsables dans les délégations qui s'en occupent. Pourtant, les ONG ACP impliquées dans le secteur de la santé sont aux avant-postes de ce que, en termes précisément de misère humaine, on peut affronter en matière de santé. Mais surtout, ces ONG ont des ressources très limitées. Et ici, il faut dire que l'approche de l'UE, également en matière d'implication des ONG ACP, reste quelque peu brouillée pour la simple et unique raison que l'approche de l'UE est celle qui consiste à réaffirmer le principe selon lequel il incombe au pouvoir public de garantir la fourniture effective de services sociaux. Ici, on pense à la santé, à l'éducation, à la protection sociale. Et donc, dans ce contexte, l'objectif fondamental de l'UE est de soutenir la capacité des pouvoirs publics à mettre sur pied des systèmes de santé durables au bénéfice des populations. Cette approche, vous conviendrez avec moi, demeure cohérente dans un environnement où l'infrastructure institutionnelle est pertinente et est adossée sur un véritable maillage territorial.
Mais dans bien des cas, la majorité des ONG locales ou alors actives sur le terrain dans les pays ACP, quand ils arrivent à entrer en contact avec les délégations, doivent affronter, comme je l'ai dit, la complexité des règles et procédures de financement du FED. Mais également, il faut dire que la plupart de ces ONG ne peuvent assez souvent se substituer à l'État ou alors structure d'encadrement de l'État, là où l'État soit est inexistant ou alors est défaillant. Et en définitive, celles qui survivent sont celles qui disposent soit de partenaires à l'étranger, soit celles qui sont tout simplement de représentation locale de ces ONG précisément européennes. Donc, il est absolument impératif, si l'on veut accompagner de manière dynamique les ONG ACP à être des acteurs majeurs en fait de ce partenariat, à inverser la donne. J'aimerais conclure en disant, Monsieur le doyen, que l'un des objectifs, il me semble, de la tenue du présent colloque était d'explorer comment les acteurs ou les mécanismes du système international articulent des réponses ou du moins confrontent le défi global de la santé. Le groupe ACP, avec ses 80 États membres, concentre ici la frange la plus importante de populations n'ayant pas de couverture maladie, où les risques et les systèmes de santé sont inadéquats et parfois déficients au regard de l'étendue des besoins et d'une démographie sans cesse constante, en évolution constante. Et dans ce cas, la question est de savoir comment jeter les bases d'une mondialisation humanisante, tournée vers le développement du capital humain, qui serve à la réduction de l'insécurité humaine, qui reste justement l'un des traits permanents dans ces pays. La coopération ACP-UE ambitionne d'être une des réponses à ce défi global. Mais un certain nombre d'incertitudes, un certain nombre d'insuffisances, je voulais dire, qui ont été relevées, montrent que c'est un instrument qui reste perfectible. Et dans ce contexte, j'aimerais indiquer que, outre les différentes problématiques que j'ai soulevées, nous sommes à l'aube en fait d'une évolution globale sur le plan international qui est celle justement d'articuler des objectifs de développement durable, mais surtout le cadre de développement post-2015. Le cadre de développement post-2015, de notre point de vue, devrait permettre non seulement de réinsérer toutes ces populations aujourd'hui marginalisées en fait de la couverture maladie, de la couverture en fait sanitaire, dans les franges de population qui aujourd'hui en bénéficient. Et je pense que si fondamentalement nous voulons que la santé devienne un droit, l'accès à la santé devienne un droit fondamental, il est absolument nécessaire que cet objectif soit également consigné dans les objectifs de développement durable. Et de ce point de vue, j'aimerais dire que nous soutenons l'initiative qui a été prise par la France à l'ONU de pousser vers une multilatéralisation justement de cet objectif qui est celui de la couverture sanitaire universelle. Pourquoi? Parce que si sur l'horizon 2030, tel que l'envisage la Commission européenne, dans le cadre d'une communication qui a été commise en février dernier sur comment éradiquer la pauvreté, l'accès à une vie décente pour tous, il est absolument nécessaire qu'un consensus international se fasse en la matière. Mais ce consensus international deviendra réalité à condition qu'il y ait une véritable mobilisation par tous, mais également de tous, de ressources financières adéquates et qu'on puisse mettre un terme à un certain nombre d'enclaves et surtout à un besoin de cohérence
de tous les acteurs entre la poursuite des objectifs commerciaux et la réalisation des objectifs de développement. Je vous remercie de votre attention.